Et Stéphania, je tiens à te dire que je n'ai jamais vu une salle aussi pleine. Quand même. Donc on peut applaudir le... Très heureuse que vous soyez là et bienvenue aux autres. Donc juste, je voulais remercier la médiathèque de nous accueillir pour ce cycle de conférences. Voilà, donc je ne vais pas présenter Stéphania Penafiel, puisque donc Camille Pollan, qui est à sa droite, professeure d'histoire de l'art chez nous, va la présenter. Et donc ce qu'on avait convenu, enfin toutes les deux, elles ont convenu, et je trouvais ça très bien, c'est que ce soit un peu une conversation entre elles deux, voilà, comme conducteur de cette conférence. Eh bien, bonne conférence. Et donc, il y aura un temps de questions pour après. Donc, n'hésitez pas tout à l'heure, hein, comme la semaine dernière, on prendra le temps des questions. La semaine dernière, c'est vrai que c'était un moment vraiment intéressant et toutes les questions sont bonnes à poser. Donc, n'hésitez pas à vous les garder dans un coin de la tête pour tout à l'heure. Merci. Merci Delphine. Donc, en fait, oui, effectivement, quand on s'est vu avec Stéphania pour préparer un peu la conférence, on s'est dit que voilà, on n'était pas dans l'idée de faire une conférence avec un PowerPoint très organisé, mais qu'on allait plutôt faire des sortes de petits sauts de puce entre différentes œuvres de Stéphania. Et puis, surtout, c'était important, bon, je dois avouer, j'ai un peu imposé, mais c'était important pour moi, parce que comme vous êtes étudiant en école d'art, et puis que Stéphania a finalement diplômé il n'y a pas si longtemps que ça, une toute petite dizaine d'années, de parler aussi de ces questions-là qui sont liées à l'école, à la sortie de l'école, à l'entrée en fait dans le monde de l'art. Et donc, on a décidé de commencer cette conférence, notamment en parlant de travaux qui ont été réalisés par Stéphania quand elle était quand elle était encore étudiante. Donc, juste pour présenter un peu ton parcours, peut-être tu peux en parler, parce que tu as fait tu as fait l'université, puis les Beaux-Arts. Oui, bon, d'abord, merci à vous d'être venus. Et merci aussi Delphine et merci Camille pour avoir invité. Et oui, avec Camille, on se connaît depuis déjà longtemps, on n'arrive pas à trouver quand on s'est rencontrés. Mais justement, on a voulu préparer quelque chose pour vous, en fait, plutôt destiné à vous les étudiants, et parler un peu de comment aussi un parcours d'un artiste peut se faire depuis la sortie de l'école. Et donc c'est pour ça aussi, si vous avez après des questions, voilà, c'était vraiment conçu pour vous, donc faites-les. Et oui, moi j'ai commencé, bon là je suis à Paris, je viens de l'Équateur, hein, je suis née à Quito, et je suis arrivée le 21 janvier 2002, et j'avais fait déjà un parcours de 4 ans du FAC à la Pontifice catholique Université de l'Équateur, dont en conséquence c'est très mal passé. Et j'ai décidé de venir à étudier ici, où j'étais acceptée à l'École des Beaux-Arts de Paris, et une 3e année. Donc j'ai fait mon diplôme, et après j'ai fait un post-diplôme de Lyon, le post-diplôme La Seine à Paris, et voilà, après ça. Après, il faut s'arrêter. Non, je plaisante, mais c'est vrai que voilà, on avait réfléchi aussi pour savoir comment est-ce que nous on s'était rencontrés, parce que selon moi, c'était aussi la question du parcours quand on sort de l'école d'art. Et c'est vrai que, en fait, très simplement, la façon dont j'ai rencontré le travail de Stéphania, c'était à l'exposition des Félicités des Beaux-Arts de Paris, où j'avais découvert le travail, et on s'était rencontrés par la suite par un ami commun qui nous avait présenté. Et donc voilà, là, on voulait vraiment commencer par des œuvres qui ont été faites pendant tes études. Donc celle-ci s'appelle Épiphanie. Elle date de 2004. Est-ce que peut-être tu pourrais nous expliquer un peu, parce qu'effectivement, ça doit être un peu décevant pour les personnes qui sont dans la salle, puisqu'on voit peu de choses. Oui, on a décidé aussi de montrer celle-là parce que d'une certaine façon, ça conjure un peu quelques axes que j'ai explorés avec mon travail après. Et c'est seulement un petit bout de verre où apparemment il n'a rien sur la surface, mais avec les souffles, ou si on s'approche et selon le point de vue, on voit cet objet, en fait, il y a une phrase qui se dévoile. Et donc là, c'est très difficile aussi de prendre des photos de cet objet parce que ce qui est inscrit
En fait, vous ne les voyez pas là, mais c'est une phrase qui est faite avec les empreintes des doigts, donc seulement avec les empreintes digitales et à l'aide d'un pochoir. Et quand on s'approche, on découvre c'est une phrase qui dit « Et qui t'a appris que tu étais nu ?» Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, cette phrase. Bon, il y a plusieurs personnes qui disent oui. En fait, c'est la première phrase que Dieu a posée à Adam. Et quand il a posé cette question, en fait, il s'est découvert son image de nudité. Donc, il a découvert qu'il était nu par la parole de Dieu. Oui. Et donc, effectivement, après, cette question de l'empreinte et de la visibilité, de l'invisibilité, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'œuvres. Donc, peut-être qu'on pourrait montrer une autre œuvre qui a été réalisée à peu près dans les mêmes temps, qui s'appelle Mirage à Arménie, qui est aussi une série. Vous allez voir, il y a plusieurs séries en fait qui se chevauchent avec des noms qui sont semblables. Donc, dans les Mirages, il y en a une qui s'appelle Arménie. Donc, peut-être tu peux en parler parce que là aussi, on va voir peu de choses sur nos écrans. Alors, donc, oui, j'étais un peu inspirée de ce petit objet qui a commencé avec une question primordiale aussi pour moi, et que j'aborde dans beaucoup de mes travaux, que c'est la question de la visibilité, donc aussi de l'invisibilité, donc du regard, donc aussi de la position des spectateurs qu'on a. Et j'ai fait les liens peut-être avec quelque chose que tu avais dit en sortant de l'école, parce que j'étais invitée, ma première exposition, c'était en Arménie, donc j'étais invitée à la Biennale, et il avait certaines contraintes aussi. On ne pouvait pas... Après, si tu veux, on peut aborder plus de ça. Mais voilà, vous allez vous rencontrer aussi avec des contraintes, soit des différentes contraintes, soit économiques, physiques, etc. Et j'étais invitée, mais et je ne pouvais rien amener. Et c'était difficile d'avoir du matériel là-bas. C'est une biennale qui se fait avec très peu de moyens. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire en tant qu'artiste aussi, et aussi, bon, être peut-être la transmission de quelque chose. Donc, j'ai demandé à différents... Bon, l'histoire d'Arménie, elle est particulière. Et on passait aussi avec la Union soviétique assez fort. Il a eu de tremblements de terre. Bon, il a eu plusieurs changements aussi politiques et géographiques. Et il parle entre arméniens, turcs aussi. Et il y a des mots qui existent seulement pour la transmission, pas par l'écrit, seulement dans la transmission orale. Donc, j'ai demandé à plusieurs Arméniens, j'étais dans la rue, j'ai abordé les gens, de me donner des noms, des paroles, en fait, qui évoquent une certaine... des choses qui n'existaient pas vraiment, ou qui seulement existent dans l'évocation, ou qui ont disparu. Et donc, je fais tout un vocabulaire qui était inscrit justement dans les lieux où j'étais invitée. Et aussi de la même façon, avec des empreintes digitales, comme la graisse des doigts sur la surface des vitres de ces lieux. Donc, on en rentrait, en fait, on ne voyait rien. Mais plus on s'approchait aussi, selon la lumière, il y avait cette présence qui commençait à se manifester, à sortir. Mais une fois qu'on voit une, on peut voir toutes. Ça s'ouvre aussi un peu les regards. Une fois qu'on voyait qu'il y avait une, on voyait la présence de tous les mots. Et avec les temps d'exposition, donc aussi, c'était la question éphémère de cette œuvre, parce qu'elle pourrait être enlevée ou pas avec les doigts, avec les passages des gens, ou sinon, plus accentuée avec la poussière qui s'accumulait pendant la durée de l'exposition. Oui, alors c'était intéressant parce que juste avant de préparer la conférence, en fait, je disais à Stéphania que donc, la première fois que j'ai vu une exposition où il y avait ces œuvres, il y avait sur les vitres du Palais des Beaux-Arts où l'exposition des Félicités était présentée, d'autres œuvres de cette série, donc, qui là concernaient plutôt des souvenirs des enseignants concernant mai 68 à l'école des Beaux-Arts. Tu me dis si je me trompe, c'était ça. Et que, évidemment, à l'époque, mais c'est il y a quand même assez longtemps, c'est il y a presque une dizaine d'années, j'avais une image de l'œuvre d'art comme quelque chose qui allait quand même vers la visibilité.
Et donc je m'étais pas du tout aperçue de ces œuvres qui étaient sur les vitres. Et Stéphania me racontait aussi un autre moment que certaines de ces empreintes étaient restées très longtemps, puisque finalement leur invisibilité les avait presque préservées des chiffons, des coups de poussière, enfin de tout ce qui était, de tout ce qui aurait pu les nettoyer. C'est-à-dire qu'une simple empreinte les faisait disparaître, une simple pression des doigts, et en même temps, elles étaient tellement invisibles qu'on pouvait passer non seulement à côté, mais ne pas les détruire. Oui, et à l'école des Beaux-Arts de Paris. Donc, ça fait partie d'une série de travaux qui s'appelle Mirage. Donc, et que c'est un protocole différent parce que je voulais faire des travaux in situ, un peu inspirés aussi pour l'histoire, ou les histoires qui ont été des passages dans ces lieux. Donc, en Arménie, c'était particulier. En tant que moi aussi, j'étais la transmettrice, donc c'était une histoire en particulier. Après, quand je l'avais fait au début à l'école des Beaux-Arts de Paris, c'était parce qu'il avait les ateliers populaires de mai 68 et que c'est une histoire aussi très méconnue pour les étudiants même des Beaux-Arts. Et donc, j'avais contacté des artistes, mais qui étaient des étudiants au moment quand l'école était à l'atelier populaire. Donc aussi récolter, presque comme appeler aussi un peu la mémoire d'un autre moment. Et je sais que pendant quelques expositions à l'école des Beaux-Arts de Paris, les mots, ils étaient là encore. Parce que la femme de ménage, en fait, elle n'avait pas vu les mots simplement. Et jusqu'à plusieurs expos après, quelqu'un s'est aperçu et l'avait nettoyé. Et il a eu aussi la dernière version qui était Mirage 3. J'ai travaillé beaucoup en série et qui s'appelle les coamelles. Donc les coamelles en occitan, ça veut dire les champignons. Et j'étais invitée à faire une résidence à Saint-Germain-sur-Mar, qui c'est une petite village, où il y a pas mal, la plupart des gens qui habitent là-bas sont des gens âgés. Et donc, en faisant un parcours, c'est vraiment 80% qui sont des vieux, des gens âgés. Personnes âgées. Et je sais, il y a aussi l'occitan. Donc, c'est une langue que seulement c'est une transmission, ça se transmet par l'oral. Et il y a une tradition qui a beaucoup disparu aussi en France, mais qui s'y faisait beaucoup dans des communes ou dans des villes, qu'avant, il y avait les surnoms, il s'est donné des surnoms entre les familles. Donc, quelquefois, il y a une famille qui héritait les surnoms de son père ou de son grand-père, et ainsi de suite. Et ici, dans cette commune, il continue à avoir ces traditions. Et comme il avait beaucoup de gens âgés, il s'est rappelé presque de tous les surnoms de la commune. Donc, j'ai parcouru un peu la commune avec les gens les plus âgés du village, en recueillant aussi les surnoms en occitan des habitants de la ville, de la commune. Donc, et il avait cet endroit, en fait, c'était une maison abandonnée, mais qui est très connue pour les habitants. Et j'ai voulu justement l'investir avec ces surnoms de ces habitants et qui était comme une apparition un peu fantomatique dans cette maison un peu fantôme en soi-même. Et même chose, mais cette fois, j'ai recueilli les 80 surnoms des habitants de la ville et qui sont en occitan. Donc, il avait des noms, Cocoon, des autres que je ne comprenais pas, la guitare. Et il s'était, même chose, avec une pochoir, elle investissait toutes les vitres de cette verrière. Et je sais que ça durait. En fait, ils ne sont jamais effacés, ils ne sont jamais nettoyés, parce que c'est une maison abandonnée. Les gens allaient là-bas aussi quelquefois pour découvrir. Et je ne sais pas en quel état il est maintenant, qu'est-ce que ça est devenu. Mais voilà, les habitants ils sont venus et ça témoignait un peu aussi d'une couche d'histoire des habitants de la commune. Alors, oui, donc de toute façon, sur cette question de l'empreinte et des strates temporelles qui viennent se superposer, je pense qu'il y aura d'autres travaux par la suite qui nous permettront de revenir sur cette question. Je voulais peut-être juste continuer encore, alors, dans la série un peu des travaux d'école et pour faire une sorte d'introduction au reste. Qu'on parle peut-être d'un autre mirage qui est Mirage Équateur. Je ne sais pas. Voilà. Ligne imaginaire. Alors, oui, il y a peut-être quelque chose aussi
que j'aimerais bien qu'on précise, c'est que là, vous avez peut-être remarqué, si vous regardez un petit peu avec attention les dossiers, tous les titres sont en minuscules. Et je me disais que peut-être tu pourrais nous expliquer cette question-là qui est importante pour toi. Ok, non, mais ils ne sont pas affichés parce qu'on a décidé de prendre les images telles quelles. Mais en tout cas, oui, pour moi, mais en général, comme vous savez, un titre, c'est aussi une piste pour entrer à l'œuvre. Et donc, les nommer aussi en tant qu'artiste, c'est important, même s'il s'appelle un titre. C'est comme nommer une création. Et moi, je me sers beaucoup de ces suppléments verbaux pour guider aussi les spectateurs, donner aussi des pistes ou des couches de lecture. Et je les écris, oui, en minuscules, d'habitude, simplement parce que dans mon travail, quelquefois, je me suis trouvée avec le problème d'écrire histoire avec un grand H, avec une petite H. Et je pense que ça fait une différence entre l'histoire, les petites histoires. Donc, je les mets minuscules, sauf les noms propres, comme il a besoin. Et les sous-titres. Donc, ici, il s'agit encore une fois de la série Mirage. C'est le Mirage de 2 lignes imaginaires équateur. Et on rentre, encore une fois aussi, ça m'arrive, et c'est un aspect que tu voulais aborder aussi, Camille, et on pourra le faire, mais aussi avec peu de moyens. Et c'est vrai que ça m'arrive d'utiliser quelquefois très peu de moyens et techniques. Quelquefois, je commence de beaucoup, comme beaucoup des artistes, et on devient à quelque chose d'essentiel, mais aussi parce que, quelquefois, ce matériel, c'est évocateur, et parce que j'étais un peu habituée à travailler avec très peu de moyens. Et ici, ça se conjugue donc les peu de moyens avec une expérience de spectateur et de la visibilité. Donc, on rentrait dans une salle, et on rentrait dans une salle où apparemment il n'avait rien. Donc il a un grand mur blanc, d'habitude, où il n'a rien. Mais si on s'approche, soit parce qu'on a lu aussi les titres, soit parce que quelqu'un nous a dit, soit parce qu'on dit qu'est-ce qu'il peut avoir dans cette mur vide. Donc on s'approche, et si on s'approche, on voit en fait qu'il est en présence et qui traverse tous les murs. Et ce qui est, c'est simplement une ligne imaginaire qui a été gommée. Et donc, moi, je viens de l'Équateur aussi, et cette idée d'avoir un pays dont les noms viennent de quelque chose qui n'est pas concret. Donc, vous savez, en Amérique latine, il y a beaucoup comme beaucoup d'autres pays, des noms qui viennent avec quelque chose qui existe. Colombie, Cristobal Colón, l'Argentine, l'argent et tout ça. Et l'Équateur, ça vient d'un concept, d'une idée, d'une ligne imaginaire. Et ça a beaucoup travaillé aussi dans mon travail. Ça a beaucoup travaillé ici. Et donc, j'ai imaginé une ligne imaginaire et je l'ai gommée. À l'auteur des cieux, j'ai pris seulement une gomme à effacer et blanche et j'ai imaginé la ligne pendant que je l'ai effacée. Donc, ce n'est pas que j'avais fait une ligne et après je l'ai gommée. Non, c'était une effaçon que j'imaginais que la ligne était là. Donc, ce qui reste à la fin, c'est seulement les traces de ces gestes. Et quand on s'approche et on les voit, on peut la voir tout, qui traverse tous les murs. Et quand on s'éloigne, on ne la voit plus. Mais on sait qu'elle est là. Donc, c'est aussi cette image projetée qu'on projette. Et même chose aussi, il y a des résidus qui restent et qui tombent pendant l'exposition. Mais les gestes, que c'est presque comme une petite trace, elles restent pendant toute l'exposition. Oui, alors, donc cette question de l'équateur, de la ligne invisible et de manière générale de l'appartenance à des territoires, à des lisières, à des frontières, on va aussi le revoir dans d'autres travaux. Et donc je pense qu'on va juste terminer sur ces questions de travaux d'étudiants avec le compte à rebours, qui justement, alors là c'est une œuvre très évolutive puisque tu l'as commencé en 2005 et terminé en 2013. Je ne sais pas si tu veux qu'on envoie un extrait et on parle dessus après. C'est comme...
Constitución Política de la República de Ecuador de 1830. Artículo 2. El Estado del Ecuador se une y confedere con los demás estados de Colombia para formar una sola nación con el nombre República de Colombia. Artículo 33. Para ser presidente o vicepresidente se requiere uno ser ecuatoriano de nacimiento. Dada en la sala de las sesiones del Congreso Constituyente en Río Grande a 11 de septiembre de 1830. Bon, peut-être il faut expliquer un peu parce que c'est pas évident. Mais c'est un projet seulement qui a duré 8 ans. Et ça a commencé en 2005, quand ici, c'était la veille du vote à la Constitution européenne. Et en Équateur, on parlait encore une fois de réécrire une nouvelle constitution politique. Donc, c'est un pays qui a déjà 18 constitutions politiques, ce qui dit beaucoup de la instabilité de mon pays. Et on parlait de réécrire la 19e constitution. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, cette écriture, cette idée qu'il y a aussi dans mon pays, qu'il y a autant de constitutions, c'est pas seulement changer un amendement, on dit, c'était vraiment réécrire la constitution. Donc, une idée de vouloir recommencer et partir de zéro encore une fois, de refaire un nouveau pays. Et pour un changement de gouvernement ou pas, mais refaire, commencer de faire table rase et commencer à zéro. Donc, une histoire drôle pour écrire l'histoire du pays. Donc, j'ai décidé de faire une espèce d'arrêt sur l'histoire et faire une compte à rebours, comme il s'appelle le projet, et commencer donc à relire l'histoire ou les histoires de mon pays à partir de la dernière mot de la Constitution la plus actuelle à ce moment-là, que c'était 1998, continuer à lire, jusqu'à avoir prononcé la première mot de la Constitution plus ancienne, de 1830. Mais les relire dans le temps, ça veut dire apprendre à lire à l'envers. Donc j'ai appris pendant 8 ans, ça m'a pris 8 ans de lire l'espagnol à l'envers. Et je le faisais donc dans l'espace public. Quelquefois, j'avais un câble de 5 mètres jusqu'à après, ça est devenu, après 8 ans, avec les câbles sans fil. Et voilà, donc 8 ans, on voit les passes, qui ça passe le temps. Mais tous ces matériels, qui à la fin, c'est des 80 heures de films, avec plus de 300 différents scénarios différents, parce que je le faisais où je me trouvais, soit en France, soit en Équateur, soit en Bruxelles, soit où je me trouvais. J'allais avec la caméra et je sortais dans l'espace public et quelqu'un me filmait et prenait les sons. Donc tout ce matériel audiovisuel des 80 heures, après, il était renversé dans les montages. Et c'est ça qui arrive, qui est au moment que la voix, elle avance, elle devient compréhensible en espagnol. Les mots, l'histoire, les gens, ils vont en contresens du mot. Seulement que voilà, comme quand j'ai commencé à apprendre à lire l'espagnol à l'envers, c'était très difficile. Et petit à petit, j'ai commencé à apprendre avec les accents, parce qu'il faut apprendre avec les accents. Si on les renverse, ce n'est pas la même chose si on n'a pas bien prononcé. Donc à la fin, je monte une vidéo, que c'est 80 heures, et où ça commence de 1830 jusqu'à 1998. Mais chaque fois que les années il passent, il devient plus actuel les constitutions, c'est moins compréhensible.
parce que c'était les vidéos quand j'avais commencé à lire à l'envers. Donc plus ça avance l'histoire, il est moins compréhensible. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais moi j'ai trouvé ça très clair, mais je conçois que ça puisse être un petit peu. Mais en fait, vous allez voir, parce qu'il y a plusieurs œuvres où il y a des questions d'inversion comme ça, et où en général, on peut avoir des problèmes à comprendre en fait ces questions d'inversion. Donc peut-être qu'on pourrait voir une autre œuvre où la question de l'inversion est vraiment importante. oui. Je pense. Je l'ai montré seulement à la fin. Il est très. Ah, bon. La seguridad y los derechos de los demás. Oui, j'avais pensé qu'on pourrait peut-être parler de la crise de la dimension, par exemple, parce que les questions d'inversion, elles sont vraiment toujours très présentes, puisqu'elles permettent de recréer un temps très particulier. Donc, ouais, ça fait partie d'une série qui s'appelle Cartographie, donc je vous dirai après de quoi il s'agit. Bon, là, je parle sur la vidéo. Il s'agit d'une série de travaux qui prennent des différents médias. Ça peut être une vidéo, une installation, une action. Et qui part aussi, c'est un projet qui ça dure pour le moment 5 ans. Et je ne sais pas si vous connaissez, vous devrez connaître Henri Michaud. Bon, Henri Michaud, il est allé à mon pays, l'Équateur, quand il avait mon âge, en fait, le même âge quand je suis arrivée ici en France. Et il a écrit son premier livre, qui s'appelle Équador, en 1929. Et moi, j'ai découvert ces livres quand j'ai habité ici, mais pas seulement, je les connaissais en espagnol, mais c'était aussi un autre travail de les connaître, de les lire en français. Et depuis, donc, j'ai investi ces livres. Ces livres, elle est un peu mon matériel. Et j'ai lu tous les chapitres du livre et je les ai investis d'une façon artistique, selon aussi la relation que je peux avoir avec mon pays. Donc, quelquefois, je me trouve dans les descriptions que lui, il peut avoir fait. Quelquefois, je me distance. Quelquefois, je fais un dialogue avec lui. Donc ici, il s'agit d'une autre portion de l'exploration. Je dis, j'explore un peu les livres de Michaud. Et selon les mots de chaque chapitre, je l'ai investi d'une façon différente. Quelquefois, c'est de la vidéo. Et la plupart ici, ce que je vais vous montrer, c'est de la vidéo. Donc, il a un lien que j'explore avec les descriptions d'un autre artiste comme était Michaud, mais aussi d'un écrivain qui décrit mon pays beaucoup des années avant, et quelquefois je me trouve, comme je vous dis, ou quelquefois je me distance avec ce qu'il dit. Donc, selon aussi les mots ou la poésie de chaque chapitre, je pense une forme artistique. Et quelquefois, ça peut prendre, comme celle-là, cette vidéo, en fait, ça dure le temps que ça m'a pris, que c'est 40 minutes, mais je ne vais pas vous montrer tout ça, c'est des extraits. Cette cartographie s'appelle cartographie 1, c'est la première, et la crise de la dimension. Est-ce que tu peux juste expliquer, parce que la crise de la dimension, c'est un chapitre dans Équador, parce qu'il y a plein de... En fait, dans Équador, il y a plusieurs chapitres, et tous n'ont pas... Enfin, donc celui-là, peut-être de quoi il s'agit. Oui, c'est selon... Bon, ici...
ça va venir aussi à la fin. Bon, il a plusieurs choses. Ça vient aussi une main chargée d'encre, comme vous voyez. C'est aussi des empreintes digitales. Il parle de la dimension humaine aussi par rapport à explorer cette planète. Et lui, en tant qu'un voyageur, et quelle est la dimension qu'il trouve par rapport à la planète. Mais aussi, il parle de l'encre. Et jusqu'à la fin aussi, je vais vous... Voilà. Il parle de l'imprimerie. Il parle de l'encre, donc. Il dit, voilà, un mâle qui apporte à l'imprimerie les noirs dans l'époque moderne. Donc, c'est aussi l'encre. Et donc, il a plusieurs couches de lecture. Évidemment, il a l'encre, mais c'est aussi les empreintes digitales. C'est une manne qui est chargée d'encre, mais qui se vide peu à peu sur une page blanche. Et donc, tu disais ça aussi par cette question de plusieurs renversements du temps et de temporalité. Ça, donc ici aussi, c'est toute une mise en scène. Évidemment, quelquefois, c'est des petits théâtres que j'élabore pour pouvoir faire un geste comme celui-là, qui est très simple et qui donne cette impression, voilà, que ça s'est écrit et au moment que c'est désécrit en même temps. Et la main, voilà, elle part vide de l'encre à la fin, après avoir écrit et en même temps effacé ou gommé une page. Alors justement, étant donné qu'on vient de parler du livre et de la dimension écrite, j'aimerais bien qu'on parle peut-être du support papier et du fait que tu as pu investir aussi la question des journaux, des périodiques, en y ajoutant cette idée de la gomme et de l'invisibilisation. Parce que bon, moi, ce qui me fascine aussi en tant qu'étudiante en école, c'est qu'on demande à nos élèves d'être dans la visibilité et de faire des choses qui sont visibles, qui sont lisibles, qui sont puissantes, etc. Enfin, c'est une exigence qu'on entend souvent, alors que ton travail, au contraire, est très fragmenté et dispersé et très peu visuel aussi à certains moments. Donc peut-être qu'on pourrait parler de cette œuvre dont tu m'as dit qu'elle était vraiment très importante pour toi, donc qui s'appelle Sans titre figurant. Oui, parce que je pense que ça condense beaucoup des aspects dont tu viens de parler, dans le sens que aussi c'est une œuvre qui m'a pris 7 ans pour finir, pour la faire. Et j'ai présenté la totalité de ce travail en Franche-Comté dans une exposition l'année dernière. Et qui on voit donc pourquoi la durée, la temporalité, c'était important. Et en même temps, il a aussi très peu de moyens. Et voilà, une constance, l'idée aussi d'archives, mais l'idée aussi qu'il n'est pas, voilà, que l'image en telle qu'elle, elle apparaît plutôt être dans la projection d'une image qu'on a mentale, qui soit d'une image de la mémoire collective peut-être aussi. Et on est tellement bombardé d'images justement dans les médias que voilà, on se demande est-ce qu'on voit la vraie image de l'événement. Donc ici, je travaille avec des médias, surtout les journaux. Pendant 7 ans, j'ai récupéré des journaux. Ah, je viens de dévoiler, c'est pas grave. Et donc j'ai recueilli des journaux qui viennent de différents pays. Quand j'ai voyagé, j'ai récupéré des journaux de différents pays. Et je l'ai fait. Quelquefois, j'ai dû changer de ma bibliothèque personnelle ou de la bibliothèque de mon arrondissement ou d'autres endroits parce qu'ils commencent à disparaître. Les journaux, c'est aussi un support qui a disparu déjà. Et j'ai des archives des journaux qui n'existent plus. Et ce que j'ai fait, donc, ça s'appelle Sans titre figurant. C'est un clin d'œil avec le monde du cinéma. Donc aussi, j'explore et je me nourris beaucoup du cinéma. Donc, figurant, comme vous le savez, c'est toute cette présence des gens. Donc, on a besoin de leur présence, mais pour montrer leur absence. Donc, son statut de présence est un peu paradoxal. Et donc, on ne doit pas les voir, mais on a besoin qu'ils soient là. Et dans les médias, on a beaucoup aussi des anonymes, des gens. Donc, on n'a pas demandé leur avis pour être photographié ou pas. Donc, il y a beaucoup des anonymes. Et à fur et à mesure que je voyais les journaux aussi, je me suis aperçue tous ces anonymes, ils sont derrière les mots, les énoncés qu'il peut y avoir un journal. Par exemple, « Femme en train de travailler ». C'est un collectif, mais on n'a pas un nom, un prénom. « Ouvrière en grève ».
et migrants. Donc, toutes ces généralités où on n'a pas la singularité. Donc, pendant ces temps, j'ai essayé de capturer, j'ai dit capturer ou enlever la singularité de chaque anonyme qui est dans les journaux. J'ai dit enlever, capturer et pas effacer, parce qu'avec l'aide d'une gomme à effacer, j'ai attrapé, ça veut dire je faisais cet exercice avec des gommes différentes, et j'ai récupéré donc l'image, comme là, et je l'ai récupérée dans un tout petit flacon, c'est pas si grand. Donc en fait, chaque flacon, un verre, il contient les anonymes d'une image. Et comme ça, pendant les sons, donc j'ai arrivé à une collection absurde, si on peut dire, des anonymes, des 1000 anonymes, des 1000 petites fioles, avec aussi ces journaux. Mais paradoxalement aussi, ce qui arrive, c'est que je les gomme pour les récupérer, mais en même temps, il devient plus présent, il devient plus visible. Donc, comme ici. Donc, l'effet, quelquefois aussi, cette paradoxe dont j'ai travaillé beaucoup, que c'est de façon il apparaître. Et donc, ici, voilà, il devient presque comme aussi des fantômes, des gens comme un aura. Et paradoxalement, donc, les médias, qu'ils ont besoin de ces images, ils ont besoin de leur présence pour faire des nouvelles. Et ils disparaissent dans cette généralité. Ici, d'une certaine façon, ils surgissent, ils deviennent plus présents et singulaires. Surtout, tu utilisais des journaux qui sont destinés à être jetés. Donc, a priori, les photographies qu'on voit sont des photographies qui sont vraiment très liées à une actualité qui va être remplacée par une autre actualité. Et là, c'était aussi à un moment recréer une sorte d'archive de tous ces anonymes qui sont passés à un moment donné dans des journaux. Ils n'ont pas, c'est pas le World Press Photo, c'est pas des photographies qui sont destinées à faire image ou à représenter un conflit en particulier, mais au contraire, c'est plus des événements. C'est tout ce qu'on oublie en fait de l'actualité qui tout à coup est préservé, non ? Oui, ils sont aussi disparus parce que ça est devenu un peu obsolète aussi l'utilisation des journaux. Donc c'est vrai que oui, moi je devrais aller les récupérer une semaine pendant les mois, ils me gardaient parce que sinon ils les jetaient justement. Et maintenant, comme tout c'est aussi par Internet, donc l'image elle peut rester d'une certaine façon. Ici, il n'avait pas ce support physique. Et quelquefois, ça m'est arrivé de tomber sur la même image avec des différents contextes, des différents pays, des différents aussi mots de pieds de mots. Légendes. Légendes. Et donc oui, ça fait un archive aussi de quelque chose qui va à un moment donné ne plus exister, possiblement, qui est un témoignage d'une certaine période aussi, un témoignage aussi de l'existence des journaux elles-mêmes, des supports. Et voilà, c'est une. Donc chaque petite fiole elle est numérotée et correspond aussi. Donc il y a une liste à côté. Donc chaque numéro, il est voilà les numéros 202, les 15 février 2009 de la revue Le Monde, page 24. Donc tout est répertorié, les 1000 fioles. Et j'étais un peu contente comme on fait une œuvre qui dure aussi longtemps. Et parce qu'il y a des choses qui se passent aussi entre-temps. Ce n'était pas seulement un caprice de dire ça va durer. Je me suis dit, va finir quand ça sera 1000, parce que c'est aussi un chiffre qui montre qu'il y a aussi de toute cette masse de figurants. Mais aussi, ça a changé. Il y a eu d'un moment donné, aussi dans les images, qu'il y avait beaucoup de migrants, par exemple, beaucoup dans des pays, soit dit des tiers-mondes. Et à un moment donné, il y a eu la crise en Europe aussi. Et du coup, je me trouvais avec des anonymes qui viennent d'Espagne, de la Grèce. Donc, il y a eu aussi un changement de penser cette idée des figurants dans l'histoire et par rapport à la vie, à la réalité aussi politique de ces moments-là. Et aussi, chaque fois aussi sont faits avec des moyens ou des langues qui est beaucoup plus difficile à enlever ou pas. Donc, j'ai développé une façon de les gommer, de les récupérer. Et toutes les premières petites fioles, il y a beaucoup plus de quantité que les premières. Donc, ça dit beaucoup aussi du support
et lui-même. Alors, sur cette question de parler des anonymes et de leur rendre une présence tout en la donnant comme une présence fantomatique, je me suis demandé si on ne pouvait pas parler en fait, de ta série Les Villes Invisibles, et notamment de celle qui s'appelle Vincennes. Parce qu'il est souvent question en fait, de se souvenir et surtout de conserver des images, y compris très fantomatiques, de choses qu'on ne peut pas voir ou qui vont en tout cas disparaître. Et je pense que c'est relativement le cas avec cette installation donc, qui, là, pour le coup, date de 2008, si je me souviens bien. Donc là, c'est une installation et je pense qu'il faudra peut-être expliquer un peu le procédé, parce qu'en image, ça risque d'être un petit peu compliqué aussi. Oui, ça a commencé en 2008 et aussi bon, c'est une pièce qui est née d'un événement et qui a nourri aussi un projet que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Et c'est un événement aussi parce que c'était un étincelle de quelque chose, une situation politique qui arrive maintenant. Et c'était le 21 juin 2008, peut-être vous vous rappelez qu'il y a eu un incendie dans un centre de rétention administrative à Paris-Vincennes. Et il y avait très peu d'images sur cet incendie. Et bon, un centre de rétention administrative, je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est, mais c'est un centre de rétention surtout des migrants, et qu'il en a beaucoup. Il y a presque 30 ou 40 en France, mais on sait très peu sur leur existence parce qu'ils aussi sont un peu cachés, soit dans les villes, soit dans les forêts, comme ça arrive dans les centres, dans les forêts de Vincennes. Et donc, il y a des migrants en une situation irrégulière, qu'on dit, avant d'être renvoyés à leur pays. Et le 21 juin 2008, il a eu la mort dans sa cellule, Saleh Messouli, c'était un migrant tunisien. Il est mort pendant la nuit parce c'était refusé, la police a refusé de donner les soins. Et ça a éclaté à une révolte interne des autres détenus du centre de rétention. Et la conséquence, c'est qu'ils ont incendié les lieux avec ce qu'ils savaient, avec des matelas, ils sont pris feu. Et les grands 2 bâtiments qui sont dans l'école de police à l'intérieur du forêt de Vincennes, et ils sont vraiment, c'était un grand événement parce que l'incendie, il a presque détruit un des bâtiments qui sont dû évacuer. Mais bizarrement aussi, il y avait 1 ou 2 images qu'on trouvait dans les médias. Et quand j'ai su ça, en fait, je suis allée le lendemain, il y avait une manifestation, et on ne pouvait pas s'approcher au lieu. On était refusé, on ne pouvait pas prendre des images, on ne pouvait pas les voir. Et c'est un lieu, par contre, qui n'est pas signalé, et c'est en face de l'hippodrome de Vincennes, je ne sais pas si vous connaissez, c'est plutôt dans un endroit où il est entre la lisière, entre la ville aussi et la forêt. Donc, du bois, pardon. Oui, c'est vrai, du bois de Vincennes. C'est une autre chose. Merci. Du bois de Vincennes. Et donc, bon, je suis allée, on ne pouvait pas prendre des images. Et j'ai essayé de trouver aussi des traces de cet événement. Donc, je suis allée à Google Earth. J'ai tapé les lieux. Et Google Earth, qui est censé de mettre aussi des images, de faire appel à des images de la réalité à un moment donné, pas tous les jours, mais à un moment donné. Et il n'avait pas de traces. Il y avait des images qui étaient prises avant. Et il n'y a pas longtemps, je me suis mis à regarder aussi des images. Et donc, en fait, on ne les voit pas. Il a disparu, le bâtiment, et après, il est venu. On n'a jamais vu les traces de ça. Mais de cet événement non plus. C'était un événement, les lieux, il est déjà un peu caché. Quand on va là-bas, on ne les voit pas. Il n'a pas une signalétique. Et aussi, les médias, ils diffusaient une seule image, et c'était très difficile de savoir de cette révolte qui a fait un peu connaître ces lieux. Donc, il s'agit d'une installation, j'ai fait à ce moment-là. Ça, c'est les coordonnées du lieu. Et c'était une installation où il faut un peu imaginer, parce qu'on rentrait dans une image très, très sombre, où la seule lumière qui nous guidait au lieu de la salle, c'était une projection au sol de 11 diapositives qui, horizontalement, il s'était projeté, et il avait du noir en chaque image, diapo, donc il avait un rythme aussi dans l'exposition. Et chaque fois qu'il avait l'image, on pouvait
s'est approché à la projection. Quand il avait du noir, on était un peu perdu. Et ces images, ils s'étaient projetées sur une surface travaillée avec de la peinture phosphorescente. Donc, quand l'image elle était projetée, donc il y avait 11 images qui commençaient par les coordonnées et après c'était des vues aériennes. 11 vues aériennes depuis les coordonnées du lieu jusqu'à on s'approche à la surface. Oui, à la surface du bâtiment qui était brûlé. Mais quand on s'approchait, donc la lumière était comme ça, et qu'on n'avait plus de lumière, ce qui restait, c'était en fait les fantômes de l'image précédente. Donc, comme c'était de la peinture avec phosphorescente, chaque fois qu'il avait une image, elle gardait cet écran, elle gardait la mémoire de l'image précédente. Et comme un espèce de palimpseste, à un moment donné, il avait des images qui étaient superposées, et pendant une venait s'ancrer dans la surface, voilà, les fantômes surgissaient pendant les noirs. Et il s'appelle Ville invisible, la étincelle, 25-2008. Alors peut-être qu'on pourrait justement enchaîner sur des travaux plus récents que tu as fait aussi sur ces centres de rétention, et notamment du film que tu as présenté là récemment à Paris, qui a un titre assez compliqué. Et ils vont dans l'espace qu'embrasse ton regard, qui est une phrase de Rilke, si je me souviens bien. Voilà. Donc ça, peut-être que tu peux nous en parler. Donc là, pour le coup, c'est un film, réalisé vraiment avec les moyens du film. On est très loin de l'économie de moyens dont on parlait tout à l'heure. Et c'est un projet beaucoup plus récent. Donc voilà, oui, en fait, il s'agissait de 2 films. J'étais invitée par l'exposition où Pascal Convert était là aussi, au Jeux des Pommes, qui s'appelle Soulèvement. Et donc, j'étais invitée pour les Jeux des Pommes à produire une nouvelle œuvre. Et comme j'ai continué aussi à suivre un peu ce qui s'est passé avec les centres de rétention et la révolte où on n'a pas d'image des révoltés. Et donc, j'ai décidé de faire un projet qui continue, mais qui, au Jeux des Pommes, il avait 2 vidéos. Et ça, bon, j'avais préparé pour introduire un peu les 2 vidéos, pour que vous compreniez. Mais parce que c'est un projet dans lequel il est en cours aussi. J'ai continué à réaliser et à suivre un peu cet événement, parce que ça a donné dans la recherche. C'est comme ça, vous arrive que vous avez une idée dans la tête. Et plus, on tombe quelquefois avec des choses qu'on voit tout par rapport à cette prisme. Donc, j'ai commencé. Ça a commencé avec cet événement. Il a eu aussi un livre c'était un collectif de citoyens qui a suivi pendant les 6 mois avant la révolte. Donc, il a des témoignages. Et donc, on n'a pas des images, mais on a aussi la parole de détenus. Je vous dis tout ça parce que dans l'extrait vidéo que vous allez voir, vous allez comprendre d'où il vient ces documents. Donc, il avait ces livres dont j'ai rencontré aussi ces collectifs. Ils m'ont un peu parlé aussi de ce qu'il avait, parce que, comme je disais, il a peu d'images. Mais aussi dans une brocante, par accident, et j'ai trouvé quelqu'un qui avait plein de petits verres cassés, et je me suis approchée, et à ma surprise, en fait, je découvre que c'était une petite boîte comment il s'appelle ? Des photos, de plaques de verre argentées, et qui vient de l'exposition coloniale de 1931, qui a eu lieu aussi au Bois de Vincennes en 1931. Et donc, je découvre aussi ça. Et c'est vrai, donc ces lieux, je commence à travailler aussi plutôt pour ces lieux, hantés aussi un peu par l'histoire, où il y a plusieurs couches d'invisibilité aussi, ou des figurants, qu'on peut dire, de l'histoire, bien. Et parce que l'exposition coloniale, si vous vous rappelez aussi, c'était les zoologiques, les zoos humains. Et c'était dans une partie du bois, presque où il est le centre de rétention maintenant. Et il y avait des images, voilà, en argent. Ils sont un peu sautés.
c'était la visite. Tout ça, ça surgit un peu comme des fantômes quand je puis le mettre en positive, et parce que voilà, ce sont des plaques de verre négatifs, où il commence aussi à s'effacer. La pellicule, elle commence à sortir, et sont des souvenirs d'une famille qui a visité l'exposition. Et donc, en même temps, voilà, j'ai fait une recherche de ce lieu et où il y a aussi comme un palimpseste, plusieurs couches entre l'exposition coloniale. Il y a eu aussi l'histoire de l'université Paris 8 Vincennes, où on ne voit plus de traces de la destruction de cette université. Il y a les centres de rétention, voilà, qui c'est un lieu un peu caché. Et aussi, maintenant, ils sont les gens des voyages. La mairie de Paris, elle fait un lieu pour accueillir les gens des voyages. Ils sont voilà, tout à côté de cet endroit. Donc, à l'appel aussi de ces projets, j'ai décidé, au Jeu des Pommes, j'ai décidé de continuer. Et il y avait 2 vidéos. Une vidéo qui s'appelle Signaux. Donc, il s'appelle Et ils vont dans l'espace qui embrasse ton regard. C'est d'Rilke, qui c'est un livre dans lequel je trouve plein d'inspiration depuis que je suis arrivée en France. Donc, et la vidéo s'appelle Signaux de fumée. Et les projets, en fait, c'était aussi à ma surprise que cette étincelle qui a incendié le centre de rétention de Vincennes, après quelques années, il a eu toute une suite d'incendies. Et il a eu au moins 10, depuis 2008 jusqu'à maintenant, de la même façon, d'une façon très tacite. Il a eu des autres incendies qui se sont réalisés en prenant le feu Matela à l'intérieur des centres de rétention où il n'a pas d'image de ces révoltes, dans différents centres de rétention de France. Et donc, c'est comme s'ils font des signaux de fumée, dans le sens que nous, à l'extérieur, on ne voit pas l'existence de ces lieux. Et le fait de faire aussi du feu, c'est comme des signaux de fumée qui nous s'adressent à nous, à la ville. Et cet endroit, il est caché. Et donc, voilà, je vais vous montrer d'abord celui-là, un petit extrait. Donc voilà, ça c'était les premières vidéos signaux de fumée. Donc on voit seulement que comment ces images se révèlent. Et les textes issus viennent du livre dont tu as parlé ? Oui, justement comme ça, voilà, comme j'avais accès à beaucoup de documents et c'est un projet qui va suivre aussi. C'était presque comme les premiers gestes qui m'a fait continuer ces projets, c'était ça. Passer de l'obscurité, il s'est dévoilé ces images. Donc les textes, ils viennent de ces livres. Les images sont aussi j'ai fait ça de repères dans l'espace, dans les centres de rétention aussi, pour la réalisation d'une autre vidéo. Donc c'est un peu tous ces documents qui venaient, qui sont là. Et comme vous les voyez, c'est seulement un geste simple. C'est une boîte lumineuse où la paume de la main, quand elle passe, elle dévoile, avec la réverbération de la lumière sur la paume, elle dévoile l'image qu'elle est là. Donc c'est seulement la répétition de ces gestes d'une main qui passe à travers différents documents. Et dans une brève seconde, on peut apercevoir l'image. Et pour le deuxième film, alors, qui était présenté juste à côté, le plan fixe, enfin, parce que voilà, tu présentais un autre film qui était juste à côté de celui-là, où là, on était placé dans l'œil d'une caméra qui contourne en fait le centre de rétention, si je me trompe pas. Attends, je vais te tenir ton micro.
Et l'autre vidéo, c'est une projection. Bon, c'est une boucle, il n'a pas vraiment un début, mais je voulais vous montrer à partir d'ici, parce que dans plusieurs repères que j'ai faits autour du centre de rétention, et donc les projets, c'était de pouvoir s'approcher. Cette vidéo, elle s'appelle « Ça nous regarde ». Et depuis que je suis arrivée en France, il y a plusieurs phrases qui m'attirent, mais cette phrase, cette expression de dire ça me regarde ou ça me regarde pas, ça nous regarde ou ça nous regarde pas, ça m'a toujours interpellée parce que c'est une façon de dire ça m'intéresse pas ou je suis pas interpellée pour ça. Et en même temps, il y a les mots regarde à l'intérieur. Et donc ici, il y a aussi un côté éthique quand on dit ça nous regarde, ça veut dire que ça nous intéresse, mais aussi comme si ces choses, ils nous regardent. Et en faisant donc je me suis dit, on va filmer, pas pour montrer, je ne voulais pas montrer les images d'une révolte qui n'a pas eu des images. Je voulais plutôt montrer les frontières qui rendent cet événement, ou qui rendent cette image de cet événement invisible, ou qui rendent ces lieux invisibles. Et donc, les projets, c'était de faire un parcours du périmètre du centre de rétention de Vincennes, mais toujours en laissant les centres de rétention derrière nous. Donc la caméra, c'est un Steadicam, c'est un plan séquence de 40 minutes où on voit tout ce qui est de ces côtés-là de la ville, en laissant hors cadre derrière les centres. Donc on voit les barrières comme ça, on a vraiment des murs. On voit les bois de Vincennes, donc on voit une autre barrière qui c'est les arbres et tout ça, donc on va un peu un endroit caché. Et quand j'étais en train de faire les repères qu'on a fait plusieurs fois, juste 3 jours avant qu'on décide de filmer, il y a eu une nouvelle révolte dans les mêmes lieux, dans les centres de rétention. Plus petite, si on peut dire, qui n'a pas fini avec un incendie. Mais c'était encore une fois ces lieux où il y a l'écho de cette révolte a fait qu'il y a un groupe de migrants qui prend feu, qui était éteint très rapidement. Donc du coup, toutes ces murs qui étaient vides à un moment donné, vous avez vu qu'il y avait no border, ou qui étaient cramés. Cramés, c'est un jeu de mots qui font les activistes aussi entre centres de rétention et cramés. Donc tout ça, c'était aussi une surprise qu'on en a filmé. Donc il y avait des traces aussi d'un événement qui venait de passer et qui nous renvoie à ce qui est derrière nous. Et donc voilà, c'est un périmètre, c'est 40 minutes. Donc à un moment donné, on a la ville, on passe par la ville, par les bois, pardon, toutes ces frontières. À un moment donné, il y a les centres de rétention seulement qui est derrière. Mais comment, encore une fois aussi, comment créer l'image à partir de ce qu'on ne voit pas, comme tu disais. On a justement des images qui sont bien pour les médias, qui circulent. Mais cette image qu'on peut projeter d'un événement, est-ce qu'on la voit vraiment? Donc ici, voilà, tout c'est montré pour hors cadre. Il y a un moment donné qu'il est vraiment... Voilà, ça, si on vient de passer aussi les centres de rétention, on voit seulement des gens qui visitent. C'est un endroit assez particulier parce qu'on va passer maintenant pour l'hippodrome, dont je disais avant. Et l'hippodrome de Vincennes, c'est un des lieux les plus spectaculaires dans ce sens-là. Les soirs, il a beaucoup de lumière. Et si on est là, on peut voir aussi les centres de rétention. Mais c'est un lieu très de spectacle, des lumières. C'est drôle que beaucoup de gens ne savent pas que juste en face, il y a cet endroit. Mais à un moment donné, quand on fait aussi les tours, on a ça. On a la ville qui se dévoile. Donc en fait, si nous, ici, on peut voir la ville, il peut nous voir. Il peut voir ses côtés. Donc, et c'est là aussi, dans cette question de « ça nous regarde », m'intéresse. Ça veut dire, les lieux, il est là. Il a tout à disposition. Est-ce qu'on veut les voir? Est-ce qu'on peut les voir? Alors je vois que le temps avance un petit peu et je me disais que peut-être on pourrait terminer par... donc parce que là, on a vu plusieurs projets qui se développaient sur plusieurs
sur plusieurs œuvres, parce que les villes invisibles aboutissent en fait à et ils vont dans l'espace qu'embrasse ton regard. Et je dois avouer, j'aurais bien aimé qu'on termine avec une œuvre ou un ensemble d'œuvres qui s'appelle l'espace épisodique et que tu as présenté il y a quelque temps dans un centre d'art à côté de Paris qui s'appelle le Crédac. Parce que là encore, il était question en fait d'investir toute l'histoire d'un lieu et d'investir aussi toutes les strates temporelles de ce lieu qui est une ancienne manufacture. Et voilà, donc il y avait plusieurs œuvres et tout était en relation avec cette histoire un petit peu particulière qu'on ne connaît pas forcément quand on va voir, quand on va visiter le Crédac, puisqu'on y vient essentiellement pour des expositions et voilà, et pas pour l'histoire de ce lieu. Ouais, je vais essayer alors d'aller un peu vite. Alors oui, j'étais invitée au Crédac, que c'est un lieu que connais depuis quelques temps, depuis déjà longtemps. Et donc, quand ils m'ont demandé de faire une exposition, j'ai voulu faire quelque chose in situ aussi. Et, parce que, comme je vous ai dit, il m'intéresse aussi ces lieux qui sont hantés pour différentes couches de l'histoire, ou l'histoire même de ces lieux, ou de ceux qui habitaient ces lieux, ceux qui ont passé là. Donc ici, je ne sais pas si vous connaissez, les Crédac à Ivry, c'est une ancienne manufacture d'essuyers, et qui était le premier bâtiment fait en 1913, plus ou moins, et de ce genre d'architecture qui s'appelle The Daylight Factory, que c'est qui vient des États-Unis, en fait, et ça, c'était les premiers bâtiments qui étaient faits sur ce type d'architecture. Donc, la lumière, elle est très puissante. L'idée, c'était que la lumière, elle rentre, paradoxalement, encore une fois aussi, pour donner, et pour que les ouvriers, ils se sentent mieux à travailler avec de bonnes conditions. C'est une utopie de patron, en fait. C'était vraiment fait pour qu'il y ait un esprit de famille, d'équipe, que ce soit très beau, lumineux, éclairé. En même temps, c'est pour qu'ils produisent plus. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Donc C'était exactement l'idée derrière. Ouais. Oui, il a les toilettes qui sont tout à côté, il a des belles salles et tout ça. Donc voilà, il pourrait travailler plus. C'est ça un peu l'idée paradoxale de cet endroit. Mais il était après une école des ateliers des artistes, maintenant aussi une école, une partie de l'école des graphismes. Donc il a plusieurs couches et ça se voyait dans les lieux. Il y a de la lumière, mais il y a aussi, si vous voyez dans les sols, par exemple de la première salle, il avait cette espèce de marque rouge. Toujours, je me demandais pourquoi ils sont là, elles sont très présentes. Et ça ressemble à un jeu d'enfants aussi, mais en fait, c'était l'emplacement, on ne sait pas trop. On dit que c'était l'emplacement des machines avant. Et sinon, s'il y a des traces de tous les travaux des artistes qui ont investi après. Donc, toutes ces couches, c'est pour ça que ce projet s'appelle l'espace épisodique, et que j'ai pris de Robert Caillois, mais j'ai transformé les titres. Et l'espace épisodique, parce qu'il a eu plusieurs épisodes. Et il parle d'un autre, je ne me rappelle pas exactement de son titre, mais en tout cas, c'était un espace où il y a des épisodes des vies qui sont passées. Donc, j'ai recouvert les sols, et surtout ces marques qui sont là, avec un vernis pellable, et qu'il est liquide. Et quand on les couvre, en fait, après, on peut le détacher, décoller. Le décoller comme si c'était une peau. Donc, pour moi, c'était une espèce de peau, de différents, comme, changer de peau. Donc, quand on rentrait dans cet endroit, on avait là, c'était une table de graphisme ancienne, très ancienne, où j'ai aussi recouvert de ces vernis. Donc, à la fin de l'exposition, pendant l'exposition aussi, j'avais sorti en première peau de ces sols, donc que vous les voyez là, qui sont tous pliés. Et les gens aussi, ils pouvaient marcher dessus sur la 12e peau, faisant comme si aussi une trace de leur passage, encore une fois. Et quand on rentrait, pardon, parce qu'ils sont tous en désordre, donc voilà, vous savez, c'est comme une espèce de tissu très très fin, mais quand on l'arrache en fait, et on voit un peu la trace aussi des cicatrices du lieu, ou des taches, ou même des pas. Et quand on rentrait à l'autre salle, qui était ici, même chose, vous voyez aussi à droite, dans les coins, c'était comme un lieu habité,
habité par différentes histoires. Et je voulais que ça soit un peu comme ça, un lieu qu'on peut sentir qu'il était habité. Et une fois que l'exposition, en fait, il a fini, donc on voulait voir voilà, comme une présence de cette peau qui était subtilement, beaucoup de gens ne le voyaient pas, en fait, donc il fallait... Oui, au vernissage, personne ne voyait. Non, mais parce que évidemment, quand on va voir une exposition, parce que ça remet toujours un petit peu en question ça, c'est quand on va voir une exposition, on s'attend à voir des choses qui sont accrochées au mur ou à hauteur d'yeux. Et là, tu avais tout fait pour qu'en fait, voilà, il y avait des choses au sol. Il y avait une pièce où tu avais enlevé tous les néons, par exemple. Et évidemment, le vernissage avait eu lieu, je me souviens plus, mais moi, j'étais venue assez tôt et on se rendait pas compte qu'il y avait plus de néons. Mais en fait, il y avait des distinctions comme ça qui étaient très fortes entre les différents moments de la journée. Et c'était pareil pour ça, en fait, on pouvait s'en rendre compte que parce qu'à certains endroits, c'était plus brillant, en fait, ce vernis pelable. Donc ça remettait vraiment en question nos attentes, surtout par rapport à ce lieu qui a été vraiment transformé en un white cube où les artistes, en général, accrochent sur les cimaises, quoi. C'était plutôt... Oui, je voulais un peu signaler, en fait, ça m'intéresse beaucoup combien aussi les spectateurs, qui ont dit... il peut être interpellé pour les choses qu'on voit. Donc nous, en tant qu'artistes aussi, et voilà, pouvoir faire que les spectateurs, le regard des spectateurs, il est très important. Donc penser à comment il peut s'approcher, comment il peut voir les choses. Et oui, une première expo que j'avais fait s'appelait Parallaxe, dans ce sens que chaque fois on voit les mêmes objets, mais quand on se déplace, on les voit différemment. Donc cette question de voir aussi... de voir d'une façon différente les choses. Et d'habitude aussi, on rentre dans ces endroits, on ne voit pas les sols, comme on ne voit pas les plafonds. Et ici, ce lieu, il était chargé d'histoire ou de contenu. Et je voulais que ça soit aussi pressant, comme s'il n'a pas seulement voilà, une idée de faire une commémoration de quelque chose, non, que l'histoire aussi, ou la mémoire, elle est pressante, elle est vivante. Et donc ici, c'est vrai qu'une fois, mais c'est un peu comme aussi les empreintes dans les vitres. On ne les voit pas, mais une fois qu'on peut les voir, on les voit toutes. Ça, c'est des voiles. Cette image s'est produite. Et on ne peut pas s'empêcher de la voir, et même si on ne la voit pas, on sait qu'elle est là. Donc ici, tous ces pots, après, ça est devenu vraiment une peau en soi-même. Qui reste d'avoir couvert cet endroit. Mais comme Camille disait, le Daylight Factory, l'idée c'était de la lumière. Donc pour moi c'était très important même de travailler là-bas, l'impact que la lumière il avait. C'était très, très fort quelquefois, on pouvait même pas, il y a des artistes qui ne peuvent même pas travailler là ou présenter des vidéos. Donc j'ai voulu... Et donc j'ai enlevé en effet les néons de toute la salle, que c'est ce qui nous permet de voir, mais d'habitude on ne voit pas ce qui nous permet de voir. Et donc j'ai sorti les néons, que comme vous savez, ils s'appellent aussi Daylight. Les néons, ils s'appelaient aussi Daylight. Donc c'est vrai qu'on voyait l'exposition d'une façon différente. Quand on rentrait le matin, il y avait plein de lumière. Mais plus la lumière tombait, et comme il n'avait pas les néons, donc on faisait plus d'efforts pour voir les sols, pour trouver un peu nos repères, pour se guider dans l'espace. Et il y avait cette projection, donc seulement de lumière sur les néons, qui est clair, qui pointait un peu l'exposition, avec les rythmes aussi du projecteur, mais aussi avec la lumière, parce que là, les matins, on ne voyait pas du tout la projection de la lumière sur les néons, mais les soirs, c'était les sols sources de lumière. Sources de lumière de l'exposition. Bon, pas les sols, dans ces salles, oui. Donc, dans l'autre salle... Je voulais que toute cette exposition, ça renvoie aussi au présent, justement, et à cet endroit. Donc, comme vous voyez aussi, c'était la première salle, on voit toutes ces pots, mais il y avait aussi 3 vidéos qui donnaient de la lumière aussi à l'exposition et qui donnaient un rythme comme dans une horloge, parce que dans la manufacture vous voyez ici à droite, il y a, si vous êtes allé au Crédac, vous allez voir que maintenant il est réparé. Mais à ce moment-là, l'horloge qui a un double cadran qui montrait l'heure aux ouvriers d'un côté, mais à la ville de l'autre côté, il était arrêté depuis la fin des années 70.
Et toujours quand j'allais au Crédac, il était un peu cassé même. Il avait une heure différente, mais ça ne marchait pas. Et donc, comme premier geste de ces moments d'exposition, j'ai voulu remonter les temps. Donc, cette installation s'appelle remontage. Et on a appelé à un horloger, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce métier, un horloger venir réparer l'horloge. Il est venu avec un apprenti et il essayait toute la journée. C'était un horloge très vieux, mais c'était aussi très beau de voir comment il travaillait. Parce que c'est comme un musicien. Vous voyez, tout était guidé par rapport à les sons, le tic-tac de l'horloge. Donc, il fallait faire du silence. Et j'ai voulu enregistrer cette tentative de donner vie à l'horloge, de remonter les temps encore une fois. Et ça a duré un mois. Donc, c'était comme une opération d'un cœur où il essayait en même temps aussi un savoir-faire, un métier. Dans des autres travaux que je ne vais pas vous montrer, mais si ça m'intéresse de ça, c'est de savoir-faire, c'est toute une mémoire d'un métier qui est là. Donc, c'était ces 3 écrans qui montaient différents moments de cette tentative. L'horloge, ici, que c'était quand il était... J'ai les images. Oui, parce que en fait, la première chose à voir quand on arrivait au Crédac, et personne ne le voyait, c'était que l'horloge était réparée. Ce que tu disais, c'était surtout que c'était les gens de la ville qui s'étaient rendus compte que l'horloge était réparée. C'était les personnes âgées qui avaient connu l'horloge en activité quand ils étaient jeunes, quand la manufacture était encore, marchait encore, qui se souvenaient que cette horloge un jour avait fonctionné. Et là, évidemment, nous, public de l'art contemporain, on est tous très, très jeunes et frais, etc. Et évidemment, nous, on n'avait pas du tout vu que l'horloge fonctionnait alors qu'elle n'avait jamais fonctionné auparavant. Et... donc la toute première œuvre, elle était encore un petit peu invisible. Enfin, je suis en train de dire que toutes tes œuvres sont invisibles. C'est pas du tout vrai, mais la toute première œuvre, c'était d'abord ça. C'était cette double horloge, parce que tu as dit tout à l'heure, c'est très important. D'un côté, elle donnait l'heure à la ville, et de l'autre côté, elle rappelait aux ouvriers la cadence quand même. Voilà. Oui, bon, je veux finir avec seulement, c'était une vidéo qui montrait un peu les temps avant le remontage, pendant le travail et après. Et c'est vrai que ça a marqué toute une histoire aussi aux gens d'Ivry, parce que du coup, après autant des années, il avait le montre qui a marché pendant un mois. Et voilà, c'était... Voilà. Entre la durée, les temps. Je pense que je ne dirais pas travailler sur l'invisible ou les visibles, mais c'est une question de regard, de toute cette idée, toute l'intelligence qui peut venir avec cet exercice de regarder, qui implique la vision, les visibles, les non visibles, mais aussi la durée et les temps. C'est une très bonne conclusion. Enfin, j'espère. Donc, on va s'arrêter ici, mais évidemment, c'est ouvert à toutes vos questions, donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Oui, vous avez des questions ou des commentaires? La ligne invisible que vous avez faite à gomme, vous l'avez fait en un seul passage? Ah, la ligne invisible. Et oui. L'idée, c'est de la gommer, en fait. Je l'ai fait récemment. C'était la première fois qu'il m'invitait qu'on fasse comme une action. Et donc, parce qu'avant, je la faisais pas pendant que les gens ils étaient là. Je voulais qu'ils les découvrent. Et ici, j'ai accepté de le faire et après la laisser. Et il faut que ça se fasse dans son seul passage. Sinon, il n'a pas de sens. Il faut que tu imagines. Je dis que tu imagines parce que c'est un protocole. En fait, cette ligne, c'est quelqu'un d'autre aussi qui peut les faire, autant qu'il soit à l'auteur de l'horizon et qui puisse imaginer. Et pendant que tu imagines, pendant que j'imagine, j'efface la ligne. Donc c'est en même temps, un seul tracé. D'accord. Ne soyez pas timide. Je peux poser comme ça. Je voulais savoir comment ça se passait entre les temps de résidence ou de sollicitation de projet
si vous aviez une activité d'atelier, ou si c'était, comment s'organisait un peu le travail en fait, ou si c'était juste un temps de recherche, entre les différents projets. Il y a les deux, en fait. Je pense que la recherche, elle est toujours... la recherche, le travail en atelier, ça, au même temps qu'il peut avoir... En fait, c'est pas que je travaille comme beaucoup d'autres artistes aussi seulement quand ils nous invitent, non. Il y a tout un travail de recherche et d'atelier, ou dehors l'atelier, qui va avec. Et que quand il y a des endroits, en tout cas moi, comme ici, comme les Crédac, quand je suis invitée à penser à ça, ça me motive de ces gens, de ces endroits, plus qu'un cube blanc, hein, je dois le dire, parce qu'il y a tout ça. Aussi sur ces lieux-là et tout, que j'imaginais comment ça se passait quand il n'y avait pas justement le lieu spécifique. Je pense qu'il y a aussi, comme disait, des axes aussi qui intéressent à chaque artiste et qui nous nourrissent et qui vont parallèlement selon chaque projet. Par exemple, en même temps que ça, c'était figurant aussi. J'ai continué à gommer. Il avait aussi... ce projet déjà dans la tête de continuer sur l'incendie de centre de rétention. Donc tout ça, il va avec. En fait, c'est tout un vocabulaire qui est déjà fait et qui explore des différentes façons de se faire, mais qui sont constants. C'est des préoccupations constantes et qui se fait parallèlement avec des invitations, du travail par-ci, par-là, des lectures, tout c'est très lié. Non, mais t'étais pas là la semaine dernière, mais c'est vrai que la question de l'atelier qui était très, très, très importante chez Agnès Turnauer, et on pouvait pas imaginer, et elle en parlait beaucoup, et qu'elle avait besoin d'être dans son atelier avec ses petits, comme elle disait, etc. Mais c'est vrai que pour prolonger la question de Romain, l'atelier, il peut être sur un bureau chez toi, finalement, parce que effectivement, tout correspond à l'espace dans lequel tu vas faire les choses. Mais après, sinon, c'est des petites choses. Est-ce que tu as un atelier dans lequel tu as besoin de te retrouver avec des hauteurs, de la lumière pour créer, ou est-ce que un bureau suffit? Oui, non, c'était important quand j'ai eu un atelier aussi. En fait, j'ai travaillé aussi cette idée d'une économie des moyens. À un moment donné, c'était aussi par rapport à la réalité. Je l'ai fait encore parce que j'aime bien explorer. Je pense qu'un artiste, il peut faire de l'art à partir de n'importe de rien. C'est un peu ça aussi la qualité artistique, je pense, qu'on peut développer. Et après, si on a des moyens et des choses, tant mieux. Et donc, non, moi j'ai un atelier. C'est pas un atelier non plus qui soit... Parce que je fais pas, comme vous voyez, de grandes sculptures. Mais ça m'arrive de faire des objets. Et l'atelier m'a donné un peu plus d'espace pour pouvoir, moi aussi, aller plus loin. Donc, moi, oui, c'était important d'avoir un atelier et ça m'arrive, mais même si c'est figurant, d'une façon, ou les montages vidéo, ça m'arrive aussi de faire des tests de peinture avec de la cire ou des objets et tant mieux, non, avoir un espace pour travailler. Moi, je n'ai besoin, peut-être, voilà, pas selon mes... Je ne fais pas de production. Oui, non, mais je confirme qu'il y a un atelier. J'atteste, il y a un atelier. Non, mais d'autant qu'il y a beaucoup des choses qu'on a vues, peut-être ça ne semble pas, mais dans les vidéos qu'on a vues, la plupart sont tournées à l'atelier. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont produites à l'atelier. Oui. Ça, en fait, ça se transforme pour chaque projet. Comme je disais, comme je travaille avec des médias différents, et si ça doit devenir un petit atelier de montage vidéo, je transforme tout pour le faire. S'il faut faire un objet, ça se transforme. Donc oui, comme les projets, les médias, ils viennent selon les projets aussi, ou selon la recherche. Et les lieux, ils peuvent se transformer selon les besoins. Oui, moi je suis très, très convaincu, par exemple, par la pièce sur les figurants, que je trouve très très belle. Évidemment, toutes ces questions, tu le sais, m'intéressent. D'apparition, de disparition. Donc ces petites fioles où c'est à la fois la cendre de personnes ou d'images. On ne sait pas si c'est la cendre d'intérieur d'images ou de personnes, de figurants. Donc là, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement cohérent dans l'objet, très, très poétique et très fort, même politiquement. Je suis moins convaincu par la pièce autour de Vincennes, dans la mesure où le postulat de base, c'est-à-dire dans le lieu invisible, d'abord, comme tu le sais, ce lieu peut être visité. C'est-à-dire que les visites au centre de Vincennes sont autorisées. C'est-à-dire qu'il suffit
Il y a des associations que tu connais certainement qui travaillent sur le centre de rétention de Vincennes, qui communiquent des numéros de téléphone. Vous vous appelez un numéro de téléphone, on vous donne un nom d'une personne à aller visiter, vous allez la visiter. Donc cette dimension où le travail, effectivement, c'est pas un lieu ouvert, hein, c'est pas un lieu accueillant, hein, on est bien d'accord, où le travail tourne autour de ce lieu-là, me pose plus de problèmes. C'est-à-dire, je me dis, finalement, quand tu es face à des figurants, on peut lire le texte, on sait de quoi il s'agit. Là, en tournant autour d'un lieu, même si c'était une pièce en diptyque, hein, je l'ai vu. Laquelle, pardon? Celle de Vincennes. En diptyque, Okay. C'est-à-dire puisqu'il y avait la pièce avait les mains, les apparitions, disparitions, et de l'autre côté, ce travelling. Là, je me pose la question à un moment donné, effectivement, est-ce qu'un travail sur l'apparition, la disparition, à quel moment est-ce qu'il ne fait pas disparaître lui-même les gens qu'il est censé faire apparaître? Ouais, ben, j'essaie de comprendre ta question. Mais quand j'ai... je peux être plus précis, hein, je peux être plus précis, hein, si tu veux. Je peux être plus précis, non, c'est parce que effectivement, ces gens-là, ils existent. Bien sûr. On peut aller les voir, vous pouvez aller les voir. Non, c'est parce que par question au mot, en fait. J'ai réagi par question au mot, les paroles que tu as utilisées. Et parce que justement, dans ce genre de travaux, je pense que voilà, il faut être précis, dans le sens que c'est pas occulter ou c'est pas effacer les gens. Et en général, je ne fais pas ça pratiquement déjà. Et quand je disais, par exemple, que ces lieux, bien sûr que ce lieu, il existe, il est là. On peut aussi, demandant des autorisations, c'est difficile de justifier pourquoi on peut rentrer, mais on peut rentrer là-bas. Oui, pas n'importe qui, hein. Il faut aussi le faire. Mais l'idée, comme je disais encore une fois, c'était pas de montrer. Pour ça, il y a eu aussi les médias qui ont fait ce qu'on a pu. Les lieux elles-mêmes, ils s'est fait connaître par cette révolte. Et l'effet de montrer les barrières qui nous empêchent ou nous font difficile de voir ces lieux, c'est très différent à dire qu'on efface les gens ou on ne veut pas les montrer. Donc pour ça, j'ai dit, au lieu de montrer quelque chose qu'ils font les médias, hein, montrer la révolte, avoir des images d'eux, et préférer évoquer pourquoi il est difficile de regarder, ou qu'est-ce que ça rend un peu difficile qu'on regarde, ou pourquoi on n'a pas eu des images. J'ai dit, on a eu, oui, une ou deux images des médias qui s'est répétées. Mais cette idée aussi de ne pas vouloir nous montrer, quand je suis allée aussi, on ne pouvait pas les voir. Et donc voilà, il y a eu des images, tu le sais très bien, tu le sais mieux que moi, il y a eu des images, il y a eu plein d'articles sur cet événement, donc il y a eu des choses, ça n'a pas été un événement qui a été occulté, c'est un événement qui a existé, après les gens sont attentifs ou pas, mais ce que je veux dire, au-delà même des médias, je ne parlais pas des médias, je parlais vraiment du travail, je trouve qu'il y a une très grande justesse, et qu'à cet endroit-là, effectivement, peut-être que c'était des questions de moyens, d'un coup ça devient des moyens beaucoup plus lourds, des moyens cinématographiques, et peut-être que cet espace cinématographique est encombrant par rapport à la question de l'apparition ou de la disparition. C'est mon sentiment, c'est tout. C'est pas plus que ça. Oui, mais une chose intéressante que tu as dit, que je pense, où c'est lié aussi les deux travaux, c'est un figurant, comme tu l'as dit aussi. L'effet de... Voilà, quand j'ai essayé de dire je ne les efface pas, dans le sens que je les gomme. Mais ça, c'est pour les récupérer. Il y a toujours aussi cette paradoxe. Ça veut dire je ne les efface pas comme un geste de les annuler de l'histoire. C'est justement voilà, pour les récupérer, pour qu'ils soient en action. Et ici, c'est signalé. Moi, je pense que c'est plutôt signalé. Et pourquoi aussi où on est, évidemment, il y a eu des articles de la presse, et tant mieux, parce que comme ça aussi, ça se fait plus connaître ces endroits. Il y a eu, ça dépend où on cherche. En fait, c'est plutôt aussi une idée de, on est tellement avec des images qui nous viennent par les médias ou pas, mais tellement, comment on voit ces images, comment on les regarde, avec quel genre de questionnement on les fait, comment il agit dans notre regard. C'est plutôt ça, comme ici. Quelle lumière nous fait voir ces images, ou sur quelle lumière on voit les images de quoi vraiment. Donc c'est plutôt une réflexion dessus. Est-ce que le sentiment
j'ai jamais été spectateur en fait dans tout ça, parce que le sentiment épiphanique de voir par soi-même à un moment donné est important pour vous quand dans la projection du spectateur, c'est qui découvre et qui a le sentiment d'inventer, donc de trouver, de voir et que les choses se révèlent. Et c'est quelque chose qui est important. C'est juste une petite partie. Non, c'est en fait quand j'ai oui, même cette idée de rendre une fois ou deux fois, de renverser les tons, comme renverser aussi, comme dit, ce qui occulte, il fait apparaître aussi, sont des questionnements qui me font aussi réagir plastiquement. Parce que du coup, l'autre question qu'on me pose, c'est est-ce que alors c'est peut-être complètement illusoire, mais la prise du risque du vu ou pas vu, elle est relative à partir du moment où on est dans un jeu d'art et on sait qu'on va voir quelque chose, ou si on le rate, quelqu'un va nous dire qu'on le rate. Et est-ce que c'est imaginable de l'envisager avec cette prise de risque maximale de ne pas être vu? Oui, mais comme oui, il y a des artistes qui peuvent travailler, voilà, entre les. C'est pour ça que je ne voulais pas réduire dans le sens de vu, non vu, visible, invisible. Non, ça nourrit, c'est un vocabulaire qui est là. Après, je pense qu'on est responsable en tant qu'artiste aussi, à ne pas seulement avoir voilà, des astuces qui peuvent le faire, sinon que cette expérience aussi, il peut donner quelque chose de plus complexe. Et c'est pour ça que je dis cette paradoxe, il me nourrit. Et après, ça dépend voilà, de chaque projet, mais je pense beaucoup à ce que, pas que moi, hein, dans l'art, je pense qu'il faut qu'on pense en tant qu'artiste aussi, de celui qui est regardeur, de celui qui vient. On les fait pour eux, on les fait pas, on travaille à l'atelier, on produit, et c'est pas pour nous seulement. Donc... Oui, bien sûr, mais c'est quelque chose qu'on met au monde. Et au moment qu'on met au monde, je pense que ça nous implique de penser, comme je disais, soit aussi, même par les titres, pour dire une chose, par les pistes qu'on donne, comment conduire aussi à une association des choses qui soient complexes ou pas, où il y a les risques, quelquefois, comme ça, mais ces risques, c'est une autre lecture de l'œuvre. L'effet de ne pas les voir dans ce sens-là, il a là cette potentialité. Ça les fait exister. Voilà, mettre des flèches sur ça ou là, ça sert. Je pense que aussi aux gens, je pense aussi que donner avec la cuillère quelque chose, quelquefois, on peut tomber aussi par le. Il faut apprécier aussi le spectateur, qu'il est capable d'imaginer, qu'il est capable d'associer les choses. Si je peux juste rajouter quelque chose, moi j'ai en fait beaucoup d'expositions de Stéphania et moi je crois que j'ai raté beaucoup d'œuvres. Non mais si, c'est vrai. Et le Mirage Équateur, je l'ai vu plusieurs fois, mais je crois que je l'ai vu qu'une seule fois en fait. Et donc, ce qui m'intéressait avec ça, c'était aussi qu'à un moment, ça pouvait devenir une rumeur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'ont vu, il y a des gens qui ne l'ont pas vu. À un moment, ça peut être partagé ou pas. Et pour moi, c'est un petit peu la question des empreintes dont on parlait au tout début. Et notamment des empreintes aux Beaux-Arts de Paris que je dois avouer, je n'ai pas vues. Et j'aime savoir que je les ai vues malgré moi, en fait, en passant les portes. Il y a d'autres gens qui les ont vues. Il y avait des gens un peu informés qui le savaient. C'était pas forcément. Enfin, on a parlé tout à l'heure, juste avant la conférence, de la question des cartels. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut être très très démonstratif? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un gros cartel à côté? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une fiche de salle? Est-ce que tant pis, on accepte, etc. Et tout ça, c'est des questions, je pense, qui sont très posées par le travail. Mais je crois qu'on peut parfois passer à côté, mais qu'à un certain moment, on va l'absorber. Enfin, je crois qu'à un certain moment, on peut l'absorber quand même, ne serait-ce que par le récit. Et par la rumeur et des choses qu'on nous a racontées après. Moi, on m'a dit, mais tu l'as vu une œuvre, mais je n'avais pas vu. Et ça, je trouve ça magnifique, qu'on me dise que j'ai vu quelque chose alors que je suis passée devant. Je pense que c'est un très bon moment, quand on a vu quelque chose en plus, sans le savoir. C'est très beau. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, Angelina. Elle veut le micro. Merci. Bonjour. Il y a une constance des gestes répétitifs, souvent poser, enlever le vernis, gommer, lire à l'envers. Et je me demandais s'il y avait aussi une constance dans l'état, si vous êtes dans un état particulier quand vous réalisez ces actions. Est-ce que...
Et un état de travail, dans le sens que c'est... Hein? Oui, c'est vrai qu'il y a un rythme, mais c'est plutôt, oui, quelque chose j'aime bien ce genre de... Voilà, qu'on ait du travail, qu'on peut voir aussi après qu'il a eu tout un travail, une technique peut-être qui se dévoile et qui se donne, et que seulement c'est un exercitant, non, je pense, oui, voilà, que c'est plutôt question de concentration, ce que j'ai fait, et parce que ça demande quelquefois de maîtriser quelque chose, même si c'est absurde. Mais oui, lire à l'envers pour bien lire, ça m'a demandé, on parlait de ça avec Delphine, une concentration assez forte. Parce que voilà, il fallait que je pense aussi comment ça va se dire quand il était mis au bon endroit. Et ça, oui, ça m'a demandé un grand effort, quelquefois physique, dans ce sens-là. Et avec figurant aussi, mais c'est voilà, comme on fait quelque chose chaque journée. J'ai eu des ampoules à un moment donné, déjà. Mais oui, c'était plutôt un état de concentration pour bien faire la tâche. Moi, je me souviens d'une pièce, j'étais triste de ne pas la voir parce que c'est une pièce très ancienne, une pièce de 2008, que j'avais vue à la galerie Paul Frêche. Tu vois laquelle, avec les écouteurs d'iPod, et je me demandais s'il n'y avait pas une photo de ça, parce que c'est peut-être une des pièces qui était la plus proche de la sortie d'études, une de ces pièces-là, et je trouvais que c'était intéressant de la montrer. Et elle maniait, alors là il y avait en plus déjà l'usage du son, et je trouvais que c'était incroyablement poétique. Je ne sais pas si Camille, tu vois cette pièce? Oui, c'est une sorte de réseau avec des petits micros. Une sorte de plante. Voilà, qui se développait sur le mur à la galerie Paul Frêche, qui est une galerie à Paris, enfin qui a disparu aujourd'hui. Voilà, c'était une sorte de réseau avec des bruissements. Voilà, et donc il y avait tout. J'en parle comme si j'avais vu, mais je suis jamais allée à la galerie. Il y a beaucoup de choses dans. Et j'en parle, ouais, merci. Je fais vachement, mais ouais. Il y a beaucoup de choses en fait. Finalement, cette pièce, elle résume assez bien la suite de ton travail, j'ai l'impression. Oui. C'est difficile de voir, je suis désolée. Oui, voilà, comme beaucoup de autres œuvres aussi qui sont difficiles de photographier. C'est tout un espèce de treillage, une espèce de roseraie, une espèce de ligne vierge blanche sur le mur. Et en fait, quand on s'approchait, on s'apercevait que les petits boutons de rose minuscules, c'était des écouteurs d'iPod, qu'il avait fallu faire venir, je crois, des centaines de Chine. Et ça faisait tout un réseau. Et plus on s'approchait, et on pouvait ne voir que le dessin, et plus on s'approchait, plus on entendait des sons de grillons. Qui étaient traversés. En fait, il avait deux sons voilà, qui sont difficiles. Dans la source, d'habitude, c'est difficile de faire des références. Oui, pardon, je ne peux pas les faire meilleur que ça, mais oui, c'était une salle où on rentrait et voilà, encore une fois, je me demandais aussi, voilà, on rentre dans cet endroit particulier et il y avait une espèce de vie qui parcourait une lierre qui était collée au mur, mais qu'elle avait une forme très végétale et qu'en fait, c'était seulement des petits écouteurs, comme ça. Et que, du coup, dans ces murs, comme on l'issière, on avait un petit son qui était subtil et qu'il fallait s'approcher. Et quand on s'approchait, donc, on avait la conjonction des deux sons. Deux sons dont il est difficile de voir la source, donc les grillons, que d'habitude on ne les voit pas, mais on les entend et on sent qu'ils sont présents. Et du coup, il venait la sirène, que c'est quelque chose qui m'avait marqué quand j'étais à Paris. Et quand je suis arrivée en France, en fait, les premiers mercredis de chaque mois, les sons de la sirène, qui, pour quelqu'un qui ne vit pas ici, traverser la rue et avoir les sons de la sirène, je me demandais s'il y avait un désastre qui allait se passer. Et les gens passaient tranquillement. En fait, ils étaient un peu habitués, que quelquefois on ne l'entend même plus. On ne sait pas. Et voilà, qui venait irrompre un peu cette peut-être réalité qui était faite dans cette coin de cette galerie. Voilà, c'était ça. Merci. Ouais, je voulais seulement dire par la fin que par rapport à cette question, aussi
d'autres questions, la question de Pascal. Pour moi aussi, penser à tout ça, ça veut dire l'installation, depuis comment on rentre à un lieu aussi là, une possibilité de devenir seulement un mythe après, c'est aussi partie de la force même politique qui peut avoir l'œuvre d'art en relation avec l'autre. Dans le sens que pour moi, plus que faire un pamphlet, ou dire un discours, ou le dire tel quel, et l'art, il est en soi-même, en tout cas je pense, politique. Dans ces cas, de pouvoir altérer les choses, modifier, changer. Il a un potentiel politique de ça, mais aussi son langage, il va plus, son langage plastique ou esthétique aussi, ça va au-delà aussi d'un message ou d'un discours, mais qu'il faut qu'il marche aussi pour pouvoir transmettre, pas un message, mais une expérience politique aussi en soi, au-delà de discours. Non, mais c'était bien en plus de parler des grillons, parce qu'effectivement, le grillon, c'est un peu comme la sirène du mercredi midi, parce qu'il y a des grillons dans le métro parisien et on les entend, mais on les voit jamais. Et il y a ce truc-là, et l'idée de l'alarme, enfin de l'œuvre comme une alarme. Quoi ? Non, mais elle a raison. Mais il y a des grillons dans le métro aussi. Enfin, sur la ligne 4. Romain, il y a des grillons. Mais bien sûr. Mais oui. Si, je te promets, il y a des grillons. Il y a bien sûr, il y a des gros rats. Je suis pas parisienne, mais je confirme. Il y a des gros rats, mais il y a des grillons. Ouais. Non, mais on va se faire un débat sur grillon, pas grillon. Est-ce que ce qu'on entend, c'est les rats ? Ouais, non, par contre, je suis désolée. Il faut qu'on conclue parce qu'il faut qu'on libère la salle. D'accord. Donc je vous laisse conclure. Non, voilà. Merci beaucoup. Vas-y, là. Dans votre travail, il y a une dimension politique, mais il y a aussi une dimension poétique forte, avec le parrainage de Michaud. Non, c'est vrai. Mais je me demandais, est-ce qu'un artiste politique aujourd'hui doit être poétique et d'une poétique de l'effacement? Au fond, votre œuvre témoigne d'un long effacement de tout, finalement. On a une espèce presque de nostalgie d'un vide qu'on pourrait... Donc, voilà, c'est comme art politique, en même temps, c'est excessivement déceptif. Et comme art poétique, c'est trop politique. Oui, non, mais je ne revendique pas. Je me suis... Ouais, non, mais je ne dis pas que j'ai fait de l'art politique. Je pense qu'en fait, l'art, quand on entend ce genre de choses, de l'art politique, quand tu fais de l'art politique, pour moi, c'est une redondance, dans le sens que aussi, il n'y a pas l'art politique, plutôt quand ça devient pamphlétaire. Pour moi, il n'a pas seulement il n'a pas à dire l'art politique. Je ne sais pas si Julien me regarde avec une... Merci. Oui. Mais oui, c'est de l'art. Et donc c'est ça, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est pas amener un message politique, un discours politique. Non, les parties, comme si j'ai essayé de m'exprimer en disant que l'art en soi-même il est politique, c'est au-delà d'un message. C'est parce qu'il y a la force de transformer les choses, et la poésie, elle est partie de l'art. Donc le geste, c'est quand même Oui, mais il y a plusieurs lectures. Moi, je pense qu'il faut, quand je dis là, oui, pour ne pas tomber, quand tu travailles sur l'effacement, la mémoire, de ne pas peut-être les réduire à ça, mais oui, ça fait partie du vocabulaire de tout ça. Et toujours quand c'est de l'effacement, mais en même temps, comme je disais, comme cette paradoxe, en même temps, il y a de l'effacement, mais en même temps, ça arrive quelque chose d'autre. Donc, oui, peut-être ce côté... qui se transforme, que ce n'est pas seulement de l'effacement, parce qu'il y a une façon, je fais apparaître. Et c'est ça qui m'intéresse plus que d'effacer. Je pense que c'est facile aussi d'effacer et de jeter quelque chose, mais de faire que ça soit quelque chose qui surgit, qui fait surgir quelque chose d'autre, c'est là qui devient complexe. Et donc voilà, je dirais pas, même s'il y a des gens qui ont dit que c'est de l'art de l'effacement, mais oui, il en a ça comme exercice qui me permet de faire des autres choses. En tout cas, la poésie, oui, c'est partie, je pense, intégrant et important de l'art, tout à fait. C'est nécessaire. Mais ta question aurait nécessité une thèse de doctorat, Vincent. C'est compliqué. Non, je suis pas d'accord.
Allez, merci bien, merci Stéphania.